Alors merci déjà au Tactique Collectif évidemment de m'avoir invité. Je suis ravi d'être ici. Et merci à vous surtout d'être là et d'écouter ce témoignage que je vais vous raconter. Alors en effet, moi j'ai été détenu à Guantanamo, vous l'avez compris. Mais la question que vous allez vous poser évidemment, c'est comment j'en suis arrivé là. Et donc ce que je vais faire, c'est de raconter mon parcours. Mais pour cela, il va falloir que je vous rappelle d'abord quelques éléments qui sont très importants pour comprendre. Je vais vous parler du contexte dans lequel je suis parti. Je vais vous parler de mon état d'esprit de l'époque. Je vais vous parler de ma famille aussi, parce que c'est important, je pense, d'avoir tous ces éléments pour comprendre. Et puis après, évidemment, on pourra en échanger. Vous pourrez poser les questions que vous voudrez. Je pense que vous en aurez de toute façon. Voilà. Alors, je vais lever la main parfois comme ça. Alors, c'est pas un salut ou quoi que ce soit. C'est juste pour les photos, pour l'échanger. Alors en effet, la première photo que vous voyez à l'écran, c'est la photo du quartier des Minguettes, un quartier dans lequel je vis toujours, un quartier dans lequel j'ai grandi. Alors pourquoi je vous parle des Minguettes? Pas simplement parce que j'y vis, mais c'est un quartier qui est connu, parce que dans les années 80, il y a une marche pour l'égalité et contre le racisme. Alors voilà à quoi ça ressemble de l'intérieur, hein, les Minguettes. Donc voilà. Donc ça, c'est le quartier où j'ai grandi. Et puis surtout, les Minguettes, c'est connu pour ça. Il y a eu une marche qui est partie de ce quartier parce que les jeunes avaient décidé à l'époque, à cette époque-là, c'était un quartier qui était connu, comme d'autres quartiers malheureusement. Il y avait des problèmes de délinquance, des problèmes de violence, de crimes racistes surtout, de discrimination. C'est des jeunes qui voulaient s'intégrer, qui voulaient être considérés français comme les autres. Et ils ont décidé de manifester, de faire une marche pacifique, un petit peu sur le modèle des marches noirs américains, par exemple. Donc ils se sont dit, on va pas s'énerver, on va marcher. Ils étaient une quarantaine au début dans le quartier. Puis ils ont décidé de descendre à Marseille, et puis ils ont avancé, plus ils avançaient, plus ils étaient nombreux. En tout cas, je pense que l'histoire, vous la connaissez. Et donc, ils ont avancé jusqu'à arriver à Paris, ils étaient près de 100 000. Alors ils étaient contents, ils avaient le sentiment que ça avait abouti à quelque chose, que quelque chose est en train de se passer à ce moment-là. Mais ils ont été déçus. En tout cas, c'est les retours que j'ai aujourd'hui de ces marcheurs qui disent finalement, ça n'a pas abouti sur grand-chose, et donc on n'y croit plus. En tout cas, c'est le contexte dans lequel moi j'ai grandi. Donc il y avait plein de problèmes dans ce quartier, mais c'était comme ça. Et puis surtout, moi j'ai grandi dans une famille religieuse. Mon père, il était imam dans la mosquée du quartier, aux Minguettes, toujours. Il avait créé une association, à l'époque, dans les années 90, il y avait une guerre en Bosnie, qui opposait les Serbes et puis les Bosniaques, qui étaient majorité musulmane. Et mon père avait décidé, à cette époque-là, de créer une association, de faire de l'humanitaire, d'aider les Bosniaques. Donc il avait acheté un camion, il avait acheté des vêtements, des médicaments, il a créé une association de quartier avec d'autres habitants du quartier, et puis ils sont partis. Ils ont été aider les Bosniaques. Ils ont été plusieurs fois. Et puis lors d'un troisième, je crois que c'est un troisième ou un quatrième voyage, il a été arrêté par les Serbes, les militaires serbes. Donc il a été fait prisonnier de guerre, il a été capturé. Les Serbes lui avaient reproché d'être venu aider les Bosniaques, donc d'être du mauvais camp finalement. Et donc il a été fait prisonnier de guerre, ça a duré 9 mois, il a été même maltraité. À l'époque, il y avait eu beaucoup de médias qui en parlaient. Il y avait même le maire de la ville qui s'était mobilisé. Il y avait un comité de soutien dans le quartier qui s'était mobilisé aussi. Et donc au bout de 9 mois, mon père, malgré tout, il s'est fait libérer. Alors évidemment, c'est un événement qui nous avait beaucoup marqué dans la famille. Enfin surtout moi j'étais encore un gamin, j'avais 13 ans. Mais je voyais mon père comme un héros. C'était celui qui était parti aider les Bosniaques, les musulmans. Mais je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi les musulmans d'abord? Ça veut dire quoi? Qu'il y a des victimes qui sont musulmanes, d'autres qui sont pas musulmanes? Puis si on veut aider son prochain, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller aussi loin? Puis c'est quoi une guerre? Enfin, j'ai commencé à me poser toutes ces questions de gosse, j'étais encore un gamin. Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que papa il est parti en Bosnie aider ces Bosniaques? Pourquoi? Alors moi j'ai 2 grands frères, j'en ai un qui est beaucoup plus grand que moi, qui s'appelle Hakim, il a près de 10 ans de plus que moi. Et lui, à partir de ce moment-là, il s'est mis à beaucoup voyager. Vraiment, il voyageait beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, c'est il faisait le tour du monde.
Il a été en Afrique, il a été en Russie, il a été même en Palestine une fois. Et puis il revenait, il me racontait, il faisait des rencontres, il ramenait des photos. Et puis depuis tout petit, je vois Hakim faire le tour du monde. Il a arrêté l'école, il a tout arrêté. Et il s'est mis à voyager, il faisait des rencontres. Il a même été en Syrie une fois. À l'époque, la Syrie, c'était bien, pas comme maintenant. Et une fois, il a vécu en Angleterre, à Londres, dans la ville de Londres. Alors là-bas, il a fait des rencontres, alors toxiques, malheureusement, qui lui ont parlé de l'Afghanistan. Et il est parti en Afghanistan. Et quand il est revenu, il m'en a parlé. Il m'a dit, Mourad, j'étais en Afghanistan. À cette époque-là, j'avais 17 ans, à peu près. 16, 17 ans. Il me dit, Mourad, j'étais en Afghanistan. Je suis revenu. D'ailleurs, il n'avait pas été embêté par les autorités. Mais il est revenu, il m'a dit, Mourad, j'ai vu à quoi ça ressemble un État islamique, l'État des talibans. Franchement, ça m'a fait du bien pour ma foi. Puis j'ai vu qu'il avait changé aussi par rapport à sa pratique. Il m'a dit, j'ai vu comment ça fonctionne un État islamique. J'ai fait des rencontres, j'ai appris le Coran, j'ai appris l'arabe. J'ai appris le vrai islam. Pas celui de France, là, l'islam de France, là. Il n'est pas authentique, celui-là. J'ai vu le vrai islam. Et puis j'ai remarqué que toi, t'étais pas pratiquant, toi. Il y a quelque chose qui va pas. Tu vas pas à la mosquée, je sais pas, j'ai entendu que tu sortais avec une fille, tout ça, vraiment, ça va pas. Puis tu sais, j'ai gardé des contacts avec des gens là-bas. Tu devrais y aller, ça va te faire du bien pour ta foi. Alors moi, j'étais pas pratiquant, mais surtout, moi, l'image que j'avais de l'Afghanistan, c'était plutôt celle-là. C'était ces talibans qu'on voyait tabasser des gens avec des bâtons, c'était ces femmes entièrement voilées. Donc je dis à mon frère, mais quand même l'Afghanistan, c'est pas un pays comme un autre, ça fait peur. C'est quoi ce pays? Tu vois bien à la télé. Il me dit, mais non, c'est pas vrai, c'est les médias qui diabolisent. Les talibans sont pas si méchants. La réalité, elle est pas comme ça. C'est pas vrai. Puis regarde, moi j'ai été, je suis revenu, ils m'ont pas embêté, ils ont même pas parlé avec moi. Franchement, les talibans, oublie, t'as rien à craindre d'eux. Alors à cette époque-là, quand ils m'en parlent, j'ai 18 ans. On est avant 2001, c'est-à-dire qu'Al-Qaïda, Ben Laden, on n'en parlait pas encore comme on en a parlé après. En tout cas, moi, je savais pas qui c'était. Donc à part les talibans, finalement, il n'y avait pas grand-chose à craindre. Mais surtout, le problème, c'est que, en même temps, moi, j'étais jamais sorti de ce quartier des Minguettes. Moi qui vois mon frère faire le tour du monde depuis tout petit, il me dit, Mourad, tu peux aller en Afghanistan. Malgré tout, en vérité, moi, l'Afghanistan, c'est aussi un pays qui me fascine. C'est un pays mystérieux qui était fermé. Bon, il avait mauvaise réputation, mais c'est pas un pays comme un autre. Mais c'est ce qui rendait la chose attirante aussi. Puis mon frère me dit, tu sais, Mourad, pour aller en Afghanistan, il faut passer par Londres, le Pakistan, l'Afghanistan. Donc moi qui n'ai jamais voyagé, là, j'ai l'occasion de faire un périple. Donc je vois ça, évidemment, avec beaucoup de naïveté, comme une grande aventure. Puis il me dit, j'ai réussi à convaincre un autre jeune du quartier qui s'appelle Nizar. Nizar, il est d'accord pour partir avec toi. Lui aussi, il a envie d'aller en Afghanistan. Franchement, allez-y, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Alors je dis à mon frère, je veux bien, mais par contre, je reste pas longtemps, je pars 2 mois. Il me dit, oui, y a pas de souci. Tu reviens en septembre, si tu veux, tu prends un billet open. Je m'occupe de tout, t'occupes de rien, t'as juste à monter dans l'avion. Par contre, c'est maintenant ou jamais. Il y a une route, elle va se fermer. Et je sais pas, quand il a dit ça, ça a créé quelque chose, ça m'a donné encore plus envie d'y aller. Je lui dis, ok, t'as raison. J'étais super excité par ce voyage, vraiment, c'était un truc de dingue, quoi. Et donc, avec Nizar, on s'en va. On prend l'avion, on arrive à Londres. On est hébergé par un ami de mon frère, une personne qui était prévenue de notre arrivée. Ça se passe plutôt bien, d'ailleurs. Et puis, on arrive au Pakistan, dans la ville d'Islamabad. On va à Peshawar, à Rawalpindi. Alors là, c'est le dépaysement total. Le Pakistan, ça n'a plus rien à voir. Vraiment, c'est un pays, là, c'est un vrai dépaysement. Et puis, il y a un Pakistanais qui est là, qui s'appelle Mohamed, qui est venu nous héberger. Il nous a dit, voilà, je suis prévenu de votre arrivée, c'est moi qui vais vous emmener en Afghanistan. Donc il est venu nous chercher avec un taxi, on a roulé pendant 2-3 heures, et puis on est arrivé dans la ville de Jalalabad. Alors Jalalabad, c'est plutôt une belle ville. Alors moi j'étais étonné, je lui dis, ça y est, on est en Afghanistan. Il me dit oui. Je lui dis, mais elle est où la douane? Il n'y a pas une barrière, il n'y a pas quelque chose? Il me dit non, on est passé par les montagnes. J'étais très étonné de la facilité avec laquelle on était rentré dans ce pays. Pas de barrière, rien du tout.
Et puis on arrive dans une grande maison à Jalalabad. Et moi j'ai découvert ça quand je suis arrivé en Afghanistan. Il y avait ce qu'on appelait des mandafa, des maisons d'accueil. C'était des maisons qu'avaient créées les talibans, spécialisées pour les gens qui venaient de l'extérieur. Donc on était hébergés, logés gratuitement. Et donc nous on arrive dans la mandafa des Algériens. Alors je dis à Mohamed, et à mon frère, il m'a dit qu'on devait aller chez un ami à lui, pourquoi on est là? Il m'a parlé d'un ami à lui, il s'appelle Abou Mohadjen et tout, on devait aller chez lui. Il m'a dit non, vous venez ici. Vous allez dans la mandafa des Algériens parce que c'est le système qui est comme ça. Faut aller par ces maisons-là. Et puis en plus ils sont algériens, comme vous parlez pas l'arabe, ils sont francophones en général les Algériens. Donc pour communiquer c'est plus facile, c'est mieux. Alors nous en vérité ça nous posait pas problème parce qu'ils étaient plutôt gentils ces Algériens. Ils nous ont hébergés et puis ils nous ont dit bienvenue. Vous avez bien fait de venir ici. On est content de voir des jeunes comme vous. Vous allez voir ce que c'est qu'un État islamique, vous allez faire des rencontres. On va vous présenter à d'autres jeunes comme vous allez voir. Surtout les jeunes européens. Donc on reste une journée, on va au souk, on se balade et tout. Et puis, au bout de 2 jours, il y a Mohamed, donc le Pakistanais qui nous avait ramené, il vient refait apparition et nous dit, voilà, j'ai pour mission de vous emmener dans la ville de Kandahar. Alors Kandahar, c'est pas comme Jalalabad, c'est une ville qui est beaucoup plus désertique. Les conditions sont pas les mêmes. Mais à Kandahar, c'est un peu plus au sud, ça à peu près 300 km de Jalalabad. À Kandahar, il y a une autre mandafa, une autre maison d'accueil, mais qui est beaucoup plus grande que la première. Mais là, cette mandafa, il y a au moins 300, 400 jeunes, des jeunes du monde entier, de toutes les nationalités. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Il y avait même des Américains, des Canadiens, des Africains, il y avait vraiment des gens du monde entier. De tous les âges, il y en avait même des très jeunes, il y avait même des gamins qui avaient 15 ans, 16 ans. Puis il y a des allées et venues, il y a des bus qui partent, qui reviennent. Je fais la connaissance d'un Algérien qui s'appelle Samir. Samir, il me dit, Mourad, choisis un groupe. Pour te repérer, c'est un pays que tu connais pas et tout ça. C'est mieux choisir un groupe avec Nizar. Donc j'étais avec Nizar, ce Tunisien qui était parti de mon quartier avec moi, il est toujours là avec moi, Nizar. Donc il me dit, choisis un groupe. Donc c'est ce qu'on va faire. Et puis on passe une nuit dans cette mandafa, jusque-là c'est bien. Et puis on voit le groupe qui part. Donc je demande à Samir, je lui dis, ils prennent le bus. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, tu lâches pas ton groupe, tu restes avec le groupe, tu les suis. Et donc on monte dans le bus, avec Nizar. Et au bout de 2-3 heures de route, au milieu du désert de Kandahar, déjà que c'était une ville désertique, mais là on s'enfonce au milieu du désert. Et puis on arrive dans un endroit, alors il n'y a pas grand-chose. Il y a des militaires qui sont armés, et là pour le coup il y a une barrière. Donc on entre, il y a des militaires armés, puis là on nous dit bienvenue, vous êtes au camp Farouk. C'est un camp d'entraînement militaire. Ici on apprend à se battre. Parce qu'en islam, les musulmans doivent savoir se battre. C'est une obligation religieuse. Et puis c'est les talibans qui ont mis ça en place. Tous les jeunes qui viennent dans le pays doivent forcément passer par cet entraînement militaire. C'est obligatoire. Alors les conditions déjà elles étaient pas faciles. On était au milieu du désert. Et puis un camp d'entraînement, franchement, on n'était pas venu pour ça. Puis c'est ces vacances qu'on commençait à fantasmer, ça prenait quand même une drôle de tournure. Donc on leur dit, non, pas question. Puis surtout, ce qu'on craignait, moi et Nizar, on s'est dit, mais s'il y a un entraînement militaire, qu'est-ce qu'on va nous demander aussi après cet entraînement? Est-ce qu'on va nous demander d'aller combattre? À quoi ça va servir cet entraînement? En général, on s'entraîne pas pour rien. Donc on va voir l'émir. On nous dit, si vous n'êtes pas content, vous allez voir l'émir. On va voir l'émir du camp. Puis on lui explique. Puis il nous dit, mais pas question, pourquoi vous voulez partir? Puis nous, on en a marre de voir des jeunes comme vous qui veulent pas faire l'entraînement. Et puis on est au milieu du désert. Vous croyez qu'on suffit de dire je pars pour partir? On va pas faire venir un bus seulement pour vous. Puis on en a marre, nous, Donc on a mis une règle, il y a un entraînement qui dure 60 jours, qui s'appelle Ta'sisi. C'est un entraînement de base, Ta'sisi en arabe. Donc c'est un entraînement qui dure 60 jours, il faut le faire, c'est obligatoire. Après les 60 jours, on verra. On vous laissera peut-être partir. Alors évidemment, moi et Nizar, on est en colère, on est foudrage. Puis les conditions sont difficiles, on dort très peu, on mange très peu. Il y a un entraînement physique très difficile. Donc on fait des randonnées, on marche pendant des heures. Donc il y a un parcours. Voilà, comme vous voyez sur les photos, c'est pas la colonie de vacances. Et
Donc, pompe, abdos, on mange très peu, on dort très peu. Puis un entraînement militaire, un entraînement en maniement des armes. On nous apprend à comment démonter, remonter une Kalachnikov. On tire au pistolet, on tire au lance-roquettes, on jette des grenades, on fait exploser des explosifs. Alors, les explosifs, c'est bizarre. Je sais pas, moi, dans ma tête, la guerre, c'était des gens qui s'affrontaient avec les armes. Et donc, ces gens qui sont dans le camp nous expliquent. Ils nous disent, mais non, la guerre, c'est pas simplement, faut arrêter ça, ces représentations que vous avez de la guerre. Non, la guerre, c'est pas que ça. C'est aussi faire des attentats, poser des bombes. Ça, c'est, la fin justifie les moyens. Donc, tout commençait à devenir asymétrique. Et puis, il y avait des discours religieux dans le camp. Il y avait des prédicateurs qui venaient faire des discours. Qui venaient expliquer que le djihad, c'était bien. Qu'il fallait faire le djihad. Qu'il fallait combattre. Que les talibans combattaient au nord de Kaboul et que ce serait bien d'aller les rejoindre pour défendre cet état des talibans. Alors un jour, il y a un prédicateur qui vient dans le camp. Comme d'autres. Il y en a eu d'autres. Dans la mosquée du camp. Il y avait une mosquée dans le camp. Mais lui, ce prédicateur, quand il arrive, alors moi je ne sais pas qui c'est, mais je vois bien qu'il n'est pas comme les autres. Parce que déjà, quand il arrive, il est avec ses gardes du corps. Il est accompagné de gardes du corps. Il est dans un 4x4 aux vitres teintées. Il arrive dans une espèce d'escorte comme ça qui tourne. Et il arrive, il fait un discours. Et puis dans le camp, tout le monde était excité. Il disait, voilà, il arrive. Je dis, mais il arrive qui? Ben il arrive. Tout le monde était super excité de le voir, ce prédicateur, cet imam. Donc il sort de sa voiture et il vient faire un discours. Ce prédicateur, c'était Oussama Ben Laden. Il était venu faire un discours. Il était venu expliquer que les attentats suicides, c'était bien. Il disait, vous les jeunes, n'ayez pas peur des attentats suicides. Il était venu expliquer que les Américains, c'était les plus grands des mécréants, c'était les chefs des mécréants, et que c'était sur eux qu'il fallait se focaliser, que c'était les plus grands ennemis. Et puis il avait dit cette phrase énigmatique. Il a dit, vous allez voir, dans quelques jours, nous, on va frapper les États-Unis, vous allez voir. On est en août 2001, à ce moment-là. Alors, entre-temps, Nizar, lui, il est tombé malade. Les conditions du camp étaient trop difficiles, il est tombé malade, il a perdu beaucoup de poids, il est parti à l'hôpital. Et moi, je suis là, je suis obligé de finir l'entraînement, donc je le termine. Puis je vais chercher Nizar, je le récupère à l'hôpital, je lui dis, Nizar, rentre à la maison, on s'en va vite de là. Il me dit, ouais, t'as raison, on part, c'est bon, on a une autre dose. On voulait des choses à raconter, on en a plein maintenant. Bon, on racontera peut-être pas tout, mais... En tout cas, franchement, ça va nous faire des problèmes, ces histoires. J'espère que personne ne sera au courant. Donc on rentre vite à la maison, on va à Jalalabad, on repart à Jalalabad. D'ailleurs, c'est là-bas qu'on avait laissé nos passeports et nos affaires. Donc on arrive à Jalalabad, on récupère nos affaires et puis on dit aux Algériens qu'on veut rentrer chez nous. Puis ils nous disent, mais non, pas question. C'est pas possible. Donc, comment ça, c'est pas possible? Pourquoi? On a encore nos billets on a pris un billet Open. Donc il suffit de le modifier. Puis on avait encore de l'argent. On avait encore nos papiers. On nous dit, mais vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé? Ben non, on n'est pas au courant, on vient de sortir du camp, qu'est-ce qu'il y a? Ben allez écouter la radio. Alors, à la radio, c'est difficile quand on n'a pas les images. C'est pas comme la télé. Et on apprend qu'il y a eu un attentat aux États-Unis, à New York. Un attentat qui était revendiqué par une personne qui s'appelle Oussama Ben Laden. Je lui dis, mais Ben Laden, c'est qui? Il dit, c'est l'imam que tu as vu dans le camp. Alors, on entend qu'il y a eu les attentats du 11 septembre. Puis surtout, à la radio, on entend dire qu'il y a un lien avec Oussama Ben Laden, qu'il y a un lien avec l'Afghanistan, le pays où on est. Donc on se dit vraiment, c'est un endroit où il fallait pas se trouver à ce moment-là, c'était bien celui-là. Donc les Algériens nous disent, le pays, il est en état d'alerte. Les Américains ont été frappés et maintenant ils veulent se venger. Et ils vont frapper ici, en Afghanistan. Parce que les responsables sont ici. Donc c'est pas le moment de voyager, surtout pas maintenant. Donc pour nous, le piège s'est refermé à ce moment-là. Et puis en effet, les Américains vont intervenir très vite, ils vont commencer à bombarder. Alors au début, ils bombardent avec des missiles. Un bombardement, c'est impressionnant. Le sol qui tremble, les bâtiments qui explosent, et puis il y a des victimes. Et puis il y a les B-52 qui font leur apparition. Un B-52, ça envoie plusieurs bombes. Puis ça bombarde de partout. À Kandahar, à Jalalabad.
à Kaboul. Puis les talibans perdent du territoire. Et Massoud, il s'est fait assassiner. Le commandant Massoud, c'était un chef qui combattait les talibans. Donc il a été assassiné le 9 septembre, 2 jours avant le 11 septembre. Et son groupe avait décidé de récupérer le pays. Donc ils reprenaient des villes parce que les talibans, à cause des bombardements, ils perdaient du territoire. Mais pour ces personnes, non seulement ils en voulaient aux talibans, mais à nous aussi, ils considéraient qu'on était des sympathisants finalement des talibans. Donc quand on entendait qu'ils revenaient, qu'ils arrivaient vers la ville de Jalalabad, c'était dangereux pour nous. On ne pouvait pas rester. Surtout le jour où les talibans se sont enfuis. Un jour, les talibans sont partis. À cause des bombardements de Jalalabad, il y en avait tellement qu'ils sont partis. Et ils nous ont laissé, nous, les villageois, au milieu de tout ça. Donc on a discuté, on a dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a l'Alliance du Nord qui arrive pour nous capturer, il y a les bombardements sous nos têtes, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, ce qu'on savait pas, c'est que les Pakistanais avaient fermé la frontière. Ils avaient fermé la frontière sous ordre des Américains d'une part, mais aussi parce qu'il y avait tellement de réfugiés qui s'enfuyaient à cause de la guerre et des bombardements que la frontière était fermée, était complètement bouchée. Donc pour nous, pour repartir, il fallait qu'on reparte au Pakistan, c'est de là-bas qu'on était venu. Donc on discute avec les villageois, on dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on s'en sort de ça? Ils nous disent on va passer par les montagnes, on va trouver un chemin par les montagnes. On n'est pas loin de la frontière. Donc on commence à marcher avec des villageois. Le problème, c'est que les Américains continuent à bombarder, même dans les montagnes. Et puis plus on grimpe dans les montagnes, et plus il fait froid. On a pris quelques provisions, mais on commence à avoir plus grand-chose à manger. Et puis il fait tellement froid qu'il y en a certains qui meurent de froid. Puis les bombardements continuent, il y a des victimes de ces bombardements. Alors au bout de plusieurs semaines de marche, par miracle, pour avoir survécu, on a réussi à arriver dans un village, au Pakistan. Alors je suis toujours avec Nizar, avec des villageois, il y a des enfants, des parents, etc. Et donc on arrive dans un village qui s'appelle Parachinar. Alors là on est super content, on s'est dit ça y est, c'est la fin du cauchemar. On est arrivé à Parachinar, le cauchemar il est fini, ça y est, on va rentrer chez nous. On va expliquer aux Pakistanais, puis ils vont nous aider. Donc on a été les voir. En plus, ils étaient gentils avec nous, les Pakistanais, super gentils. Ils nous ont hébergés, ils nous ont donné à manger, tout ça. On leur a dit, est-ce que vous pouvez nous aider à aller à Islamabad, la ville par laquelle on était venus pour prendre l'avion? Ils nous ont dit, oui, il n'y a pas de problème. Venez, on va faire une réunion à la mosquée. Donc ils ont appelé tous les villageois, on s'est réunis à la mosquée. On était beaucoup, on était près de 200 personnes. Et à la mosquée, ils nous ont enfermés. Ils ont mis des chaînes et des cadenas, ils nous ont enfermés à la mosquée. Alors on n'a pas compris sur le coup ce qui se passe. Et puis là, on voit débarquer les forces spéciales pakistanaises, l'armée pakistanaise, qui vient nous capturer. Alors ils arrivent, ils nous mettent des cagoules sur la tête, ils nous attachent avec des cordes, ils nous jettent dans des camions. Et ils sont assez violents. Alors on comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a fait à ces Pakistanais? Est-ce que c'est le fait d'avoir passé la frontière illégalement? C'est quand même largement disproportionné. Et donc on se retrouve dans une caserne militaire. Au Pakistan, dans une prison au Pakistan. On ne sait pas où, on est en prison. Alors, celui de droite, c'est moi. Alors, je sais que je suis difficile à reconnaître parce que on descend des montagnes, c'est normal. Donc ça, c'est une photo qui a été prise dans la prison au Pakistan. Alors, je vous expliquerai peut-être tout à l'heure l'histoire de cette photo. Mais voilà, c'est une photo que j'ai réussi à trouver par miracle d'ailleurs. En tout cas, voilà, on est dans cette prison, au Pakistan, et là, les militaires nous disent, au bout de 3 semaines de détention, alors ça se passait mal dans cette prison, ils nous ont dit, voilà, on va vous dire la vérité, on vous a vendu aux Américains. Ils nous ont donné de l'argent, on a accepté, alors maintenant, on va vous remettre aux Américains, vous débrouillerez avec eux. Alors moi, j'étais content. Bah ouais, c'est les Américains, c'est une bonne nouvelle. Les Américains, c'est une démocratie. C'est pas les Pakistanais quand même, franchement. Je vais leur montrer mon passeport, ils vont voir que je suis français, ils vont m'envoyer en France. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors ça recommence, la cagoule sur la tête, et puis là on arrive dans un aéroport, les Américains sont là. Alors le problème c'est que les Américains ils sont encore plus violents que les Pakistanais. On entend des insultes en anglais, on se fait tabasser, ça recommence la cagoule sur la tête. Sauf que là on n'est plus attaché dans des camions, on est attaché dans la carlingue d'un avion. Alors là, on ne sait pas où on va. On est quand même vachement inquiet. Franchement, si c'est les Américains qui nous traitent comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Donc on est avec cette cagoule sur la tête. On ne sait pas où on va. Ça dure 2 heures à peu près.
En fait, les Américains, ils nous ont renvoyés en Afghanistan. Ça faisait plusieurs semaines que nous, on se battait pour s'enfuir, mais eux, ils nous ont renvoyés là-bas. Ils nous ont renvoyés dans la ville de Kandahar. Vous vous souvenez, Kandahar, c'était la ville où il y avait le camp d'entraînement. Entre-temps, les Américains l'avaient récupéré et en avaient fait une base militaire. Et dans cette base militaire, ils avaient fait une prison, dans laquelle ils entassaient toutes les personnes qui capturaient un peu partout dans le monde. Et là commencent les premiers interrogatoires. Donc ils nous disent, voilà, pourquoi vous avez rejoint Al-Qaïda, pourquoi vous avez rejoint Ben Laden. Je dis, même Al-Qaïda, c'est qui? Je dis, Al-Qaïda, c'est toi. C'est toi Al-Qaïda, c'est vous. C'est vous Al-Qaïda. C'est votre groupe là, c'est tous les étrangers, pour nous c'est vous êtes des complices. Puis si vous vouliez rentrer en Europe, c'était pour faire des attentats à votre tour. Et donc, ça se passe mal, ces interrogatoires. Alors moi, je vais y rester une semaine à Kandahar. Nizar, lui, va y rester plusieurs semaines. Et puis là, on est transféré de nouveau, ça recommence la cagoule sur la tête. Sauf que là, on nous a rasé la tête, la barbe. On nous a mis une tenue orange. Alors, on ne sait pas où on va, mais on y va. On est attaché dans un avion, et là, ça dure 24 heures, ça dure plus de 2 heures. Au bout de 24 heures, on arrive dans un endroit où il n'y a que des Américains. Alors moi, je me dis, là, on doit être aux États-Unis, à mon avis. Vu le trajet, ça ressemble bien aux États-Unis. Il y a que des Américains, il y a que des militaires, ça doit être une base militaire américaine. Et donc, on nous explique. Ils nous disent, non, ici, vous n'êtes pas aux États-Unis. Vous êtes à Cuba. Alors pourquoi Cuba? Parce qu'à Cuba, les lois américaines, elles s'appliquent pas, parce qu'on est à Cuba. Mais les lois cubaines ne s'appliquent pas non plus, parce que c'est une base militaire américaine. Donc ici, il n'y a pas de droit. On fait ce qu'on veut. Et donc, on se retrouve dans un camp qui s'appelle le camp X-Ray. Donc le camp X-Ray, ça ressemble à ça. C'est des cages, dans lesquelles on est entassé, assez petites d'ailleurs. On fait nos besoins dans des seaux. C'est assez humiliant d'ailleurs, faire ses besoins dans des seaux, à la vue de tout le monde. On est dans une base militaire, on est coupé totalement du monde, on n'a aucune information sur l'extérieur. Pourquoi on est là, on ne sait pas. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Pas d'avocat, pas de possibilité d'avoir des infos sur l'extérieur. Rien du tout. On n'a qu'un seul droit, c'est de ne pas avoir de droit. Et puis surtout, on n'a aucune explication. C'est l'isolement le plus total. Donc on attend. Au début, c'est difficile, on n'a pas le droit de parler entre nous. Alors, au bout de 4 mois, on est transféré dans un autre camp, Manu Militari. On est transféré au camp Delta. Alors, le camp Delta, par rapport au camp X-Ray, c'est du costaud. Le camp Delta, c'est une prison qui est toute neuve. Elle a été fabriquée pour l'occasion. Donc là, on s'est dit, si les Américains, ils ont fabriqué une prison exprès, c'est que ça va durer longtemps. On va pas se donner cette peine pour qu'on y reste que 2 semaines. Là, c'est plus 2 seaux, c'est un vrai toilette, il y a un lit, il y a un robinet. Alors le problème, c'est qu'on n'est pas simplement détenu dans cette prison. Même si c'est déjà un gros problème. Mais aussi des interrogatoires. On est interrogé régulièrement par la CIA, par le FBI, par la police militaire, par les services de renseignement de pays. Les Américains utilisent des techniques qu'ils appellent des techniques d'interrogatoire musclés. Enfin, les organisations des droits de l'homme préfèrent parler de torture. Donc c'est des techniques que les Américains utilisent, comme la privation de sommeil par exemple. Ça se passe généralement à l'interrogatoire. Donc ça, c'est les salles d'interrogatoire, voilà, classiques. La privation de sommeil, par exemple, on est transféré de cellules toutes les demi-heures. Ça peut durer 1 semaine. Donc impossibilité de dormir, puisqu'on est transféré tout le temps. Puis quand on est bien énervé, au bout d'1 semaine, qu'on n'a pas dormi, là, on passe à l'interrogatoire. Alors, il y a aussi le fait d'être menotté dans des positions douloureuses. Le fait d'être tabassé par les gardiens, évidemment. Alors ça, c'est des prisons. Alors ça, c'est une photo qui vient d'Abu Ghraib, mais il faut savoir que le général qui s'est occupé du camp de Guantanamo, de 2002 à 2004, donc la période où j'y étais, c'est lui qui a été à Abu Ghraib ensuite. Donc en gros, il s'est entraîné chez nous pour aller l'appliquer à Abu Ghraib. Donc il s'est passé exactement la même chose. La différence, c'est qu'à Guantanamo, les photos sont pas sorties. Voilà. Ça, c'est une confidence que je vous fais. Il y a eu l'utilisation des chiens aussi.
Enfin bref, vous avez compris, les interrogatoires se passent mal. Et ça va durer comme ça pendant 2 ans et demi. Donc moi, je vais rester dans cette prison pendant 2 ans et demi. Alors, au bout de 2 ans et demi, je commence à avoir quelques nouvelles. Il y a les policiers qui reviennent. On m'explique qu'il y a eu un comité de soutien à Vénissieux, qu'il y a les jeunes du quartier, des Minguettes, qui se sont mobilisés. Ils ont collé une grande pancarte dans le quartier en disant « Rendez-nous au Mourad Denizar ». Ils ont fait des manifestations, ils ont pris des avocats. Nous, quand on a entendu ça, ça nous a donné de l'espoir. On s'est dit « Ah, il y a des gens qu'on nous a pas oubliés, tiens ». Donc on a eu des avocats. Et donc on a été extradés. Au bout de 2 ans et demi, un militaire américain qui vient nous voir et qui nous dit « Ça y est, vous rentrez en France, le cauchemar il est fini ». Alors sur le coup, moi je l'ai pas cru, parce que dire que ça faisait tellement longtemps qu'on attendait ça. Mais en plus, je sais que les Américains, des fois, ils donnaient de fausses informations pour faire craquer les détenus, ça arrivait aussi. Donc moi j'y crois que quand je suis dans cet avion, quand je vais rentrer chez moi, quand je suis dans l'avion, il décolle. Là je me dis c'est bon, c'est vrai cette fois. On va pas quand même faire semblant de faire décoller un avion, c'est bon, on rentre à la maison. Donc c'est bon, le cauchemar il est fini. Je suis dans l'euphorie, ça y est, je dis ça fait tellement longtemps que je rêve de ça, je vais rentrer chez moi. Puis je m'imagine des scènes un peu comme je vois à la télé, je vais descendre de l'avion, il y a ma famille, je vais les serrer dans mes bras. Alors évidemment, ça va pas se passer comme ça aurait été trop facile. À la descente de l'avion, c'est pas ma famille qui m'attend, c'est des policiers. Il y en avait de toutes les sortes d'ailleurs. Il y avait gendarmerie, police nationale, GIGN, commandos, tout le monde. Il y a un policier en civil qui s'approche de moi, qui met des menottes et qui me dit « Monsieur, vous êtes placé en garde à vue. Commission rogatoire. » Nous, Guantanamo, on veut pas en entendre parler, c'est pas notre problème, c'est le problème des Américains. Par contre, le camp d'entraînement, tu te rappelles ce que tu nous avais raconté à Guantanamo sur le camp d'entraînement, ça nous intéresse beaucoup. Pour nous, si t'es parti en Afghanistan, c'était forcément pour revenir en France et faire des attentats. Il n'y a pas d'autre explication. Donc pour nous, t'es un danger public, on peut pas te laisser en liberté quand même. Et puis il y a des choses dont t'es pas au courant en fait, on va t'expliquer. Tu te rappelles de ton grand frère, celui qui t'avait parlé de l'Afghanistan? Ben quand toi tu es parti lui il est resté. Mais il voulait partir en Tchétchénie. Il voulait partir faire le djihad en Tchétchénie. En tout cas, il a essayé. Il a été jusqu'en Géorgie. Il a passé quelques semaines là-bas et puis il est rentré en France. Il a été arrêté par la police. Où on lui a reproché des choses terribles. On a dit que en Géorgie, il avait rencontré des gens dangereux, qu'on ne sait pas ce qu'il a fait là-bas, il a peut-être appris à faire des choses graves. Et puis pour nous, s'il est revenu en France, c'était pour faire des attentats contre les intérêts russes, pour la cause tchétchène. Donc on l'a arrêté, on l'a mis en examen pour association de malfaiteurs et on l'a mis en prison. Et puis 1 an après, on a arrêté la majeure partie des membres de ta famille, parce qu'on a estimé qu'ils étaient tous complices. Donc on a arrêté ton père, on a arrêté ton autre frère, on a arrêté ta sœur et on a arrêté ta mère. Donc ils ont tous été arrêtés, ils ont tous été mis en examen et ils sont tous en prison. Donc franchement, ça sert à quoi qu'on te libère, ils sont tous dedans. Tu vas aller voir qui. Et donc je me suis retrouvé dans la prison de Fleury-Mérogis, plus grande prison d'Europe. D'ailleurs dans la même prison que ma mère, parce que ma mère aussi elle était détenue à Fleury-Mérogis. Et on va tous être incarcérés, toute la famille, pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, on est tous libérés, chacun son tour, sauf le plus grand. Lui, il va rester en prison. Les juges vont estimer que son implication est plus importante que le reste de la famille. Alors moi, je me retrouve en procès. Alors je suis pas fier de me retrouver en procès. Mais en même temps, au moins, les choses, elles avancent. Alors je suis jugé, je suis condamné à 1 an de prison, une peine inférieure à ce que j'ai déjà fait en détention provisoire. Et puis, quelques mois après, je vais être relaxé par la justice française. La justice va dire, ben non, finalement, pour nous, le fait d'aller en Afghanistan, c'est pas un crime. Donc j'ai été relaxé. En gros, j'ai fait tout ça pour rien, quoi. Puis le parquet va faire annuler la relaxe. Puis ça va continuer les procédures. On est encore devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas terminé.
Par contre, mes parents, ils n'ont pas eu cette chance. Ils ont été condamnés pour association de malfaiteurs, et ils ont été expulsés vers l'Algérie, où ils sont interdits définitifs de territoire. Mon grand frère, lui, va prendre la peine maximale. Donc il va rester en prison. Et donc, moi, je me dis, maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça? La famille, elle est éclatée, mes parents, ils sont en Algérie, moi, je suis là. Qu'est-ce que je fais? Donc, je dis, j'ai une idée, je vais écrire un livre. Je vais écrire un livre parce que déjà, d'écrire, ça fait du bien. Quand on a vécu des choses difficiles, un traumatisme, ça fait du bien de raconter. Et puis, j'en avais marre qu'on disait que j'étais un terroriste, qu'on était la famille des terroristes. Je voulais expliquer que les choses étaient plus compliquées. Qu'en effet, je me suis retrouvé dans un camp d'entraînement, mais c'est à cause de circonstances un peu compliquées. Je vais vous expliquer. J'espère que les gens vont comprendre. Et puis surtout, quand j'étais à Fleury, déjà à l'époque, il y a des jeunes qui venaient vers moi, qui me disaient, Mourad, j'ai entendu dans les médias que tu étais parti à Guantanamo, que tu étais parti faire le djihad. Franchement, bien, t'es un bonhomme. Machallah, pour moi, t'es un héros. Quand je vais sortir de prison, je vais faire pareil. Ah, je vais au front direct. Donc j'ai compris qu'il y avait un problème. Donc je lui ai expliqué à ce jeune, mais non, c'est pas ça, t'as rien compris, c'est pas ça l'histoire. Attends, je vais t'expliquer. Puis tu parles du djihad d'abord, tu sais ce que c'est que le djihad avant de parler? Tu sais, moi ce que j'ai vu en Afghanistan, c'était pas des gens qui défendaient les veuves et l'orphelin, c'était plutôt des gens qui expliquaient que les attentats suicides c'était bien. Voilà la réalité. Et puis ça servait à quoi tout ça? J'ai perdu 5 ans de ma vie, j'ai fait souffrir mon entourage. Donc j'ai essayé de lui expliquer à ce jeune. J'avais compris qu'il y avait des jeunes qui pouvaient s'identifier à mon histoire pour les mauvaises raisons. Et donc c'est pour ça que j'ai sorti ce livre. Et donc comme dans tout livre qui sort, il y a une promotion, et puis les gens ont commencé à le lire, et puis il y a des profs qui m'invitaient pour en parler avec les élèves, etc. Et donc depuis 2006, j'ai la chance de témoigner, chose que je continue encore à faire aujourd'hui. Et c'est comme ça que je suis là, ici, aujourd'hui, en face de vous, à vous raconter mon histoire, comme je le fais depuis autant d'années. Voilà, donc vous connaissez l'histoire. Merci de l'avoir écouté. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaises questions ni de questions gênantes. Enfin, merci en tout cas de l'avoir écouté.